Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, quel plaisir de vous retrouver sur El Maralibiya pour ce nouveau numéro de Microscoop. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Je rappelle, bien évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous connaissez ça par cœur, la page YouTube, la page Facebook. Partagez, likez, commentez. C'est comme ça qu'on avance avec vos critiques négatives, positives et vos commentaires, bien évidemment. Faut-il encore qu'ils soient constructifs, mais pour ceci, on vous fait confiance. Soyez les bienvenus. Avant de commencer cette émission et de vous donner la thématique ce soir, je tenais bien évidemment, et au nom de la rédaction, nous avons une pensée forte pour la famille du jeune footballeur, l'international algérien de l'USMA Alger, Bilal Ben Hamouda, Allah yarhamou, donc qui est décédé. Voilà, vous avez sa photo à l'écran, qui est décédé donc suite à un accident de la route. Hier, c'est ce que donc a annoncé les officiels. On lui rend hommage ce soir, âgé de 24 ans. Ce grand joueur de football de la sélection algérienne s'était fait notamment remarquer lors du dernier match avec de magnifiques buts, paix à son âme. Voilà, on voulait vraiment lui rendre hommage à ce jeune footballeur. Donc vous le connaissez aussi bien, voire beaucoup mieux que moi, Bilal Ben Hamouda. Une grande pensée pour lui, à sa famille, bien évidemment. Bonsoir une nouvelle fois, bienvenue. Nous allons donc ce soir évoquer cette échéance électorale. Pas en Algérie, mais nous allons aussi parler de cette échéance électorale aussi avec et en lien avec l'Algérie. Ce sont les législatives 2022, c'est le titre de l'émission. 577 députés, femmes et hommes qui vont légiférer, qui vont donc représenter les Français donc qui vivent en France, les Français qui vivent à l'étranger, notamment pour faire les lois. Ces députés pendant 5 ans, les législatives, je rappelle, elles ont lieu quelques jours après les présidentielles. Les présidentielles ont eu lieu, Emmanuel Macron a été élu. Place aux législatives, le premier tour, donc demain, dimanche 12 juin, et le deuxième tour, c'est une semaine après, puisque dans le cadre des législatives, il n'y a pas 2 semaines entre les 2 tours, mais une semaine. Le deuxième tour aura lieu donc dimanche prochain. On y reviendra sur El Maralibiya. Donc ce sont ces élus qui vont représenter les Français et les Françaises, qui seront donc amenés à voter les lois proposées par le gouvernement. Mais je rappelle que les députés, ils sont 577. Ils sont aussi, eux, amenés à proposer des voix, à en débattre à l'Assemblée, dans les commissions, et à les faire voter. Pour en parler ce soir donc de cette législative, avec nous Gamal Abina. Bonsoir Gamal Abina. Bonsoir Chabel, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Analyste politique, vous êtes spécialisé sur les questions internationales et vous êtes fondateur du mouvement des droits civiques. Ce mouvement qui interpelle et qui s'attache notamment aux droits civiques, puisqu'on va en parler. Et vous allez voir dans quelques instants ce graphique qui vous permet de visualiser les abstentions. Et dans le cadre des législatives, croyez-moi que depuis maintenant plusieurs années, sachez qu'en 2017, c'est près de 57,36% d'abstention. Donc on va en parler des droits civiques. Il est important d'aller voter. En tout cas, vous allez nous en parler dans quelques instants. Le plaisir aussi d'avoir Bruno Dewerski. Bonsoir Bruno Dewerski. Bonsoir et merci de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes plutôt connu, vous passez pas mal dans les médias, vous êtes historien, maître de conférences à l'INALCO déjà depuis plusieurs années. Dans les débuts, vous êtes encore tout jeune, mais on sent l'expérience. Votre carrière a démarré au début des années 80, notamment à l'INALCO. Vous êtes historien et chercheur. Je vais commencer par vous, Bruno Dewerski. D'abord, d'un point de vue général, ces législatives, elles arrivent là maintenant. Une campagne qui a été plutôt assez timide peut-être sur le terrain, parfois un peu agitée, puisqu'on sait qu'à l'intérieur des partis aussi, il y a eu quelques discordes. Il y a une nouvelle première ministre qui est arrivée, un nouveau gouvernement. Comment vous pourriez en parler de cette législative un peu d'un point de vue général ? On peut peut-être dire qu'elle est timide, mais enfin je dirais plutôt qu'elle a été poussive dans la mesure où en fait le camp gouvernemental a surtout évité de discuter et de débattre sérieusement sur les véritables problèmes de la société. Ça avait déjà été le cas lors des élections présidentielles et d'une certaine façon, ça s'est poursuivi lors de cette élection législative. Cela étant, ces législatives sont
je dirais, tout à fait atypique, parce qu'en général, on avait prévu, enfin, les auteurs du système politique français actuel avaient prévu, lorsqu'il avait été décidé de ramener les législatives juste après les présidentielles, on avait en fait pensé, et ça a fonctionné jusqu'à maintenant, mais c'est plus le cas, on avait vu les législatives comme étant une espèce de confirmation du vote des présidentielles, pour donner au président une majorité. Or, vu la crise du système politique, la crise de la légitimité politique du système français aujourd'hui, eh bien, je dirais que les législatives sont apparues comme l'idée qu'a eu un des candidats au présidentiel, Jean-Luc Mélenchon, de transformer les législatives en une espèce de troisième tour, a plus ou moins marché, c'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, les législatives vont sans doute donner des résultats différents des présidentielles, sous une forme ou sous un autre, et donc on est en plein suspense, alors qu'au principe, voilà. En tout cas, je vais vous demander votre avis et votre point de vue, parce que c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a clairement, dès le départ, avant la fin des présidentielles, annoncé un troisième tour. Il a même demandé officiellement sur des affiches à se faire élire Premier ministre. Je rappelle que ce n'est pas le peuple qui élit le Premier ministre, c'est le peuple, c'est le président de la République qui choisit son Premier ministre. Mais on va y revenir avec vous. Est-ce que le président de la République est dans l'obligation de faire appel à une cohabitation s'il n'a pas la majorité le 19 juin prochain? Donc ce sont des questions que je vais vous poser, cher Bruno et cher Gamal. Gamal Abina avec nous, je rebonsoir une nouvelle fois. Même question, comment vous la vivez? Comment vous l'avez senti cette législative, cette campagne pour ce premier tour qui a pris fin, je le rappelle, hier soir à minuit? Il y a déjà une chose qui vient d'être rappelée à l'instant, c'est qu'effectivement, les législatives d'ordinaire, à l'origine, il faut se rappeler qu'à l'origine, c'était un septennat pour la présidence et qu'il ne pouvait pas, ça ne coïncidait pas avec les élections législatives qui donnent la majorité au Parlement, normalement présidentielle. On a eu droit à 2 cohabitations, historiquement, après une première cohabitation sous Mitterrand, puis après une nouvelle cohabitation avec Chirac qui avait dissous l'Assemblée nationale. Donc les dissolutions a conduit à ce qu'il se retrouve avec un Premier ministre qu'il doit, c'est la loi, choisir dans la majorité qui a emporté l'élection législative, parce qu'on a un système parlementaire qui est à la fois ultra-présidentiel, c'est vraiment un système très présidentialisé, où il a quasiment tous les pouvoirs, le président. C'est le système imposé par De Gaulle en 58 après un coup de force en Algérie. Rappelons-nous que toute la Ve République repose essentiellement sur les conséquences directes de la guerre d'Algérie et le coup de force des généraux. Donc ça a imposé à un général, en l'occurrence De Gaulle, un système très directif, limite, je ne veux pas dire dictatorial, mais très directif de la part du président qui a quasiment tous les pouvoirs et qui ne peut être mis en difficulté que par un Parlement qui serait d'opposition. Et en l'occurrence, là, sur cette fameuse élection législative, on n'a pas vraiment vu de campagne. On a vu des coups de saumon. On a vu l'affaire de la fille qui a été malheureusement tuée par les policiers et qui a donné la possibilité à Jean-Luc Mélenchon de rappeler que la police en France tue, puisqu'il a dit haut et fort. Évidemment, certains policiers peuvent tuer. Et ça donne une élection qui est plutôt une sorte de bataille rangée entre d'un côté le clan présidentiel qui n'a, je rappelle tout de même, quasiment pas fait campagne. Macron, qui était garanti de sa réélection, n'a pas fait campagne et a refusé le débat face à ses opposants, et de l'autre côté, une opposition fragmentée qui a fini par se mettre d'accord. Ils ont réussi à faire un coup de force, et là on peut féliciter Mélenchon d'avoir reconstitué une gauche forte, une gauche unie, une gauche qui parle d'une seule voix, même s'il y a un dernier dossier qui vient d'arriver au PS. Mais dans tous les cas de figure, il a réussi un coup de force qui fait que maintenant il peut réclamer, alors quand il le dit, c'est un effet d'annonce, que les Français le choisissent comme Premier ministre, et pas tout à fait comme ça que ça se passe. Effectivement, le Premier ministre est choisi par le président et il voit s'imposer le Premier ministre de la majorité. Est-ce que ça, c'est peut-être pas aussi une manière, quelque part, ce message en communication, de dire aux Français, peut-être, je suis passé à moins de 500 000 voix du deuxième tour, mais c'est pas terminé, gardez un peu votre élan, gardez votre engouement, je suis encore là, ça se joue le 12 juin, cette phrase d'accroche, elle a ce message-là peut-être aussi à faire passer? Tout à fait. Mélenchon est un sanguin, vous n'avez pas besoin de le dire, il s'est calmé parce que ses conseillers lui ont demandé de lever un peu le pied, de se calmer sur le côté offensif, énervé. On se souvient de sa fameuse phrase, quasiment la démocratie presque, c'est lui, il incarnait la France, il incarnait vraiment la République.
Il a dit la République c'est moi, ce qui est quand même très très osé de sa part. Aujourd'hui, il a eu un discours beaucoup plus mitigé, plus modéré. Et c'est vrai que quand il fait ce coup de communication, c'est du marketing politique pur et dur, où il se présente avec un visage souriant et avenant, où il dit votez pour moi, je serai votre Premier ministre. C'est que c'est une sorte d'incantation parce qu'effectivement, il est passé à 450 000 voix près, donc il a raté son élection présidentielle à peu de choses, devant quand même, derrière plutôt un Front National très fort à 42%. Donc il dit c'est une forme d'invocation, enfin, une incantation littéralement mitterrandienne, puisque c'est quand même un produit mitterrandien, rappelons-le quand même, il était au PS. Il dit faites en sorte que je sois l'alternance à cette extrême droite, tout simplement. En vérité, c'est ça le message. Bruno Doherty, je reviens vers vous aussi par rapport à cet effet d'annonce, peut-être une manière aussi peut-être de faire pression, puisqu'on sait très bien que la politique c'est aussi le rapport de force, c'est le slogan qui va toucher, c'est l'élément qui va arriver au bon endroit, au bon moment pour attirer les électeurs et les électrices. Jean-Luc Mélenchon, vu que Gamal Abina en parlait, je m'arrête aussi une seconde là-dessus, c'est ce message-là de dire élisez-moi Premier ministre, c'est ça aussi, c'est dire je suis encore là, je suis dans la course, ce n'est pas terminé, ne lâchez pas cet élan d'espoir, puisque certains l'ont regretté, on l'a ressenti aussi. Oui, alors c'est vrai que oui, mais de toute façon, dès le soir des présidentielles, il annonçait, si je peux dire, la couleur, parce que les présidentielles s'étaient déroulées dans un tel climat que beaucoup de Français étaient désorientés, en plein désarroi. Beaucoup étaient déçus parce que le fameux duel Macron-Le Pen n'a pas plu à beaucoup de gens et ils se sont retrouvés en quelque sorte piégés. Et donc, disons, le talent de Mélenchon, je pense que tout le monde lui reconnaît quand même un certain talent. Le talent de Mélenchon a été de proposer ce troisième tour, si je peux dire, et surtout de faire disparaître Le Pen comme figure d'opposition. Aujourd'hui, c'est clairement lui l'opposant, ça n'est pas Marine Le Pen qui finalement, je n'ai pas envie de dire qu'elle a disparu du paysage politique, ce serait exagéré, mais enfin, elle a été nettement marginalisée par cette énergie que Mélenchon a retrouvé. Alors évidemment, il ne l'a pas retrouvé tout seul, il l'a retrouvé parce qu'il a été habile, mais aussi parce que dans la société, il y a quand même beaucoup de citoyens qui se sont retrouvés extrêmement déçus, avec le sentiment d'avoir été piégés par les présidentielles. Donc pour eux aussi, c'est une revanche en quelque sorte. Comment vous pourriez aussi, quels mots vous pourriez poser derrière parfois ces tensions, et c'est la même question pour Gamal Abina, parce que je sais que je l'ai déjà aussi entendu là-dessus, c'est aussi une campagne qui s'est déroulée un peu dans des tensions à l'intérieur même de la NUP, hein, une nouvelle union populaire autour de l'écologie, du social. Vous l'avez vécu, enfin vous l'avez ressenti aussi ces tensions. Alors il y a le cas d'Azdine Taibi qui est maire de Stein, qui a été pas évincé, en tout cas, il a été rejeté par le Parti communiste quant à sa investiture auprès de la NUP. Il y a Lamia El Haraj aussi qui a eu des gros problèmes dans le 20e arrondissement face à Daniel Simonet, pour donner quelques exemples aux téléspectateurs. Mais c'est une législative aussi qui vit aussi, qui a vécu et qui vit encore avec ces tensions à l'intérieur même de partis d'ailleurs, aussi bien les Verts, les socialistes, le Parti communiste, la France insoumise. Bruno Doherty. Ah d'accord, oui, non, bien sûr. Alors effectivement, déjà unifier tous ces partis dans une seule famille politique était une gageure, surtout en ce qui concerne les socialistes et les Verts, qui étaient quand même considérés par ce qu'on pourrait appeler la gauche radicale, et l'électorat de LFI est plutôt un électorat plus radical, qui avait, disons, une certaine dent contre les socialistes à cause de leur passage au gouvernement précédemment, et puis les Verts aussi. Donc déjà, réussir à bâtir une union avec eux et à faire passer la pilule de cette union n'était pas facile. Avec le Parti communiste, c'est autre chose, c'est-à-dire que le Parti communiste a voulu faire cavalier seul aux élections présidentielles, mais il se retrouve quand même dans une situation difficile, puisqu'il a eu 2% des voix, et en même temps, même si c'est un parti qui n'a eu que 2% des voix, c'est un parti qui, sur le terrain, a encore, disons, un certain nombre de maires
qui ont une certaine autorité et qui se sont estimés un peu dépassés parfois par le fait qu'on n'en a pas tenu compte lors des législatives pour être candidat. Donc il y a effectivement des tensions, mais je pense que c'était normal. On pouvait s'y attendre. J'aurais tendance à dire même que finalement, grosso modo, les tensions que l'on a sont relativement faibles par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre si l'on prend en compte la somme, disons, du désarroi ou des méfiances mutuelles qui se sont accumulées au cours des années précédentes entre les différentes formations de gauche, liées au gouvernement précédent de gauche, liées à des tensions entre partis politiques de gauche, tout cela finalement a été quelque part dépassé, malgré les couacs que vous venez de citer, qui sont réels, mais à la rigueur, il y en aurait pu avoir beaucoup plus. Gamal Abina, pareillement un mot un peu sur ces tensions, et puis on est aussi sur El Maralibiya. On sait très bien que, en tout cas, c'est ce qu'on a pu lire, que notamment certains partis comme Jean-Luc Mélenchon ont été soutenus par les Français issus de l'immigration. Il a eu quand même pas mal de soutien, notamment du Maghreb, notamment des Algériens. On va y revenir, mais il y a certains candidats qui ont eu du mal aussi à prendre place, certains issus de l'immigration, certains ont été parachutés, d'autres ont été évincés. Est-ce que vous avez aussi cette vision, vous avez pu apercevoir ce genre d'éléments? À titre personnel, j'ai une amie qui a été évincée, qui s'appelle Sabrina Nouri, qui n'a donc pas reçu son investiture pour sa région, alors qu'elle s'est investie comme rarement j'ai vu quelqu'un se battre. On l'appelait d'ailleurs la guerrière, à telle enseigne qu'on se pose la question de savoir pourquoi ils l'ont évincé. Ils ont mis un petit jeune de 20 ans parachuté. Alors le problème de la... Et la raison selon vous, par exemple, sur ce cas-là? Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de raison. C'est juste comme ça, c'est l'autorité, parce que le candidat semblait correspondre plus aux attentes des électeurs. Mais le problème, c'est une question de représentativité auquel vous faites référence. On voit bien que Garrido, qui est présenté sur Bobigny, c'est une vaste plaisanterie. Pourquoi Garrido, non pas quelqu'un qui serait de Bobigny, par exemple? On l'a vu avec Lamia, vous venez de faire référence à elle, puisque j'ai vu il y a 2 jours dans une soirée où il préparait les différents candidats qui se présentaient, cette problématique s'est posée de nombreuses fois. C'est-à-dire que la question, et c'est ce que j'ai reproché moi à Mélenchon, c'est que sa base électorale dans les quartiers populaires massivement représentés, ce sont des gens d'origine nord-africaine et algérienne, 70% de votes en sa faveur, on a quand même vu des scores en sa faveur extraordinaires, et qu'il présente des candidats de type européen. Et j'ai même poussé le bouchon encore plus loin. Emmanuel Macron, dont on peut dire beaucoup de choses sur lui, sauf qu'il est raciste, il n'est pas raciste du tout, Macron a plus de candidats représentés dans les quartiers populaires. Je prends le 93 où je suis, par exemple, Paris, on voit que Macron a présenté des gens de couleur. Ce que la plupart des partis politiques, bon, je parle même pas de l'extrême gauche où les gens de couleur n'existent pas, que ce soit les communistes, lutte ouvrière, tous ces partis-là, franchement, il y a quasiment aucun élément d'origine nord-africaine ou africaine. Mais par contre, c'est vrai que du côté de la NUP, c'est quand même faible. On a beaucoup de gens qui sont présentés, mais la plupart, j'ai vu beaucoup de candidats, des Verts en particulier, qui étaient d'origine étrangère, mais sous Mélenchon, il y a un vrai problème de représentativité. Je pense qu'il ne veut pas prendre le risque de rater une élection et que malheureusement, dans une démarche qui ressemble à du racisme, il considère qu'un candidat sérieux ne peut pas être nord-africain. Et ça pose problème. Bruno De Werki, j'aimerais qu'on revienne maintenant sur cette Assemblée nationale qui pourrait voir le jour dans une semaine. Vous la voyez, selon vous, comment d'un point de vue général? Et puis après, j'aimerais qu'on évoque le cas, même si on en a parlé, mais ça va de soi, qu'on évoque le cas de cette force qui est Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait créer la surprise. En 2017, En Marche arrive, Emmanuel Macron est élu. Il y a une nouvelle dynamique, un nouvel espoir. Il y a des députés très jeunes qui parfois, malheureusement, sur certains plateaux télé ne sont pas capables de définir ce que c'est qu'une prime pour la rentrée, par exemple. Il y a eu des cas précis. Comment vous la voyez, cette Assemblée nationale, dans 8 jours précisément, dans 9 jours? J'imagine difficilement, mais je peux me tromper parce qu'on a eu déjà plusieurs surprises, donc pourquoi pas de nouvelles surprises. Mais enfin, j'imagine difficilement que, vu le découpage électoral en circonscription, j'imagine difficilement que la NUP puisse obtenir la majorité absolue
au Parlement. On verra évidemment, comme je l'ai dit, je peux me tromper, mais je pense quand même que le parti de Macron aura la majorité au Parlement, ce qui ne veut pas dire qu'il aura évidemment la majorité en termes de voix, ce qui va évidemment de toute façon contribuer à limiter sa légitimité populaire. Ça, c'est un point important. On aura certainement une gauche qui sera beaucoup mieux représentée au Parlement qu'elle ne l'était précédemment. Alors là, effectivement, il y aura peut-être quand même, tout à l'heure, on a parlé de la question disons, de la non-représentativité des candidats par rapport à leur origine ou à leur aussi à l'équilibre des forces politiques à l'intérieur de la gauche. Il est clair que LFI, le mouvement de Mélenchon, sera sans doute beaucoup plus représenté ou surreprésenté par rapport à son ancrage territorial. Donc il y aura peut-être là un petit problème avec justement des députés qui seront un peu parachutés députés, ce qui n'est pas tout à fait compatible avec le discours très populaire, très basiste qu'on a eu. Donc là, il y aura un problème, mais on aura la question qui finalement qu'on se pose, c'est aussi la question de savoir si la majorité présidentielle aura une majorité absolue ou une majorité relative. Une majorité relative serait intéressante sur le plan du jeu politique parce que à ce moment-là, bien sûr que la principale force d'opposition sera à gauche, mais d'une certaine façon, on verra beaucoup plus clairement que quand il s'agira de voter sur des questions importantes, des questions sociales, des questions économiques, la droite ou l'extrême droite sera obligée de sortir du bois et montrera que son programme est en général un programme asocial. Donc ça sera intéressant sur ce plan-là. Enfin, de toute façon, j'aurais envie de dire qu'on s'acheminera sans doute vers un 4e tour, vu la situation économique et sociale lamentable dans laquelle la France est plongée, et vu le mécontentement social très fort qui se manifeste par le fait que même pendant la période électorale, il n'y a pas eu du tout de paix sociale, mais au contraire beaucoup de mouvements de protestation, de grève, etc. Donc j'imagine qu'on va avoir une rentrée parlementaire difficile socialement, et donc bien sûr le Parlement pourra se faire l'écho de lutte sociale sans doute auquel il faut s'attendre. Donc pour vous, je vous garde un instant, pour vous ça sera assez catégorique, il n'y aura pas de majorité chez les mélenchonistes, notamment chez la NUP et puis ses soutiens, puisque certains sont mélenchonistes sans faire partie de la NUP. Non, oui, donc je pense qu'effectivement, il y a peu de chances quand même que la NUP ait la majorité absolue. Par contre, à l'intérieur... Mais comment vous allez en parler beaucoup mieux que moi. Comment vous l'expliquez, puisque c'est important pour les téléspectateurs et téléspectatrices, puisque d'abord, vous le disiez, hein, une élection locale n'est pas nationale, puisqu'il y a des ancrages, hein, tel ou tel femme ou homme politique peut avoir un ancrage, une forte prestance dans sa circonscription par exemple. Donc ce sont deux élections différentes. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer votre analyse pour peut-être nous démontrer effectivement qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon est plutôt en position de faiblesse quant à la cohabitation dont il rêve, puisque c'est... Alors il y a deux choses. Il faut savoir qu'en France, la France n'est pas le seul, mais la France est un pays qui a une forte tradition de charcutage électoral. On ne peut pas appeler ça autrement. C'est-à-dire qu'on a des circonscriptions taillées sur mesure pour favoriser le parti du pouvoir. Et qui donc défavorise par la force des choses le parti d'opposition, ce qui fait que la représentation parlementaire est toujours déstabilisée en faveur du principal parti. Donc ça, c'est un fait général. Et puis le deuxième problème, qui est un problème justement dont on a parlé, c'est que très souvent, dans ces circonscriptions, on a des candidats qui n'habitent pas la circonscription ou qui ne travaillent pas dans cette circonscription, qui ont donc des liens très distendus avec cette circonscription, voire pas de lien du tout, ce qui évidemment n'est pas un gage de démocratie. Alors ça se manifeste, comme on l'a dit, par le fait qu'il y a assez peu
de candidats issus de l'immigration dans un pays quand même où les personnes d'origine immigrée représentent un pourcentage important de la population et en particulier c'est encore plus fort dans le contexte de la NUP et des partis de gauche, puisque l'ancrage de ces partis est plus fort en milieu d'origine immigrée. Donc il y a évidemment ce problème qui apparaît. Et puis il y a aussi le problème parfois de l'ancrage d'un certain nombre de maires ou de militants locaux qui se sont fait en quelque sorte doubler par ces parachutages. Donc ça, c'est un véritable problème auquel, bien sûr, les partis du pouvoir, si je peux dire, traditionnels, c'est-à-dire la droite ou le PS, n'avaient pas répondu en leur temps. Mais visiblement, Mélenchon n'est pas non plus le candidat qui a permis de répondre à ce déficit de démocratie. Appelons les choses par leur nom. Gamal Abina, pareil, dans les grandes lignes, la même question, peut-être la même problématique. Comment vous la voyez, vous, cette Assemblée nationale, le 19 juin à 20h? Est-ce qu'on tend vers une cohabitation ou vous êtes justement, vous rejoignez Bruno De Werki qui nous explique que, voilà, pour l'instant, pour la NUP, c'est plutôt mal parti? Le parti, je ne m'aventurerai pas à faire un pronostic parce qu'évidemment, la vraie surprise, c'est qu'il ait réussi à faire cette coalition. C'est déjà inespéré, vu la façon dont il se détestait avant l'élection présidentielle. Je suis vraiment impressionné par ce résultat où il ne voulait absolument pas composer. C'était, excusez-moi, une remarque en amène une autre, mais c'était peut-être un peu facile cette fois-ci, puisque vu la claque, la claque du Parti socialiste, l'échec total de Valérie Pécresse, le Parti communiste qui fait pas mieux que, qui arrive en antépénultième ou avant-dernier. Enfin, c'était peut-être un peu facile aujourd'hui sur ces législatives. Il y a peut-être une prise de conscience beaucoup plus facile et facile à accepter de la part de ces partis qui ne pouvaient pas faire course seuls, j'ai envie de dire. Alors, les partis l'auraient fait s'il n'y avait pas une base électorale. La base électorale n'aurait pas pardonné aux dirigeants de ne pas faire alliance avec Mélenchon. C'est donc leur base populaire qui a agi. C'est pas eux. Eux, en termes d'égo, ils n'auraient jamais accepté cette humiliation, mais ils sont obligés de se conformer au fait qu'effectivement, la première force d'opposition actuellement entre l'extrême droite d'un côté et l'extrême gauche. Rappelons quand même que Mélenchon, c'est pas la gauche classique, c'est l'extrême gauche. Et donc, c'est vrai que, et les gens qui sont avec Mélenchon, c'est les gens du peuple. Donc, c'est les gens qui sont plutôt très à gauche, très énervé, très revanchards. Il faut discuter avec les gens de la France Insoumise. Un programme très riche, indiscutablement, mais des gens qui sont quand même sur une base populaire avec des moyens faibles. Ce ne sont pas des gens riches, c'est pas la gauche caviar qu'on a connue mitterrandienne. Et donc oui, effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec deux extrêmes qui sont en concurrence, mais une concurrence qui est déloyale. Et c'est intéressant de souligner que, effectivement, dans cette 5e République, il y a une interdiction, c'est une arnaque qui dure depuis des décennies maintenant. Mitterrand avait menti par rapport à la proportionnelle. Il n'y a pas de proportionnelle, donc impossibilité totale pour que l'extrême droite puisse avoir un ancrage dans cette élection. Par contre, celle de Mélenchon, cet ancrage existe. Il y a déjà son parti. Est-ce que je peux juste vous demander de nous expliquer un peu la proportionnelle? Je donne juste une information parce que c'est place aux invités. Effectivement, il y a une disproportion entre le nombre de voix et le nombre de sièges. En 2017, la République En Marche, c'est 32,2% aux élections et c'est l'équivalent de 60% des sièges. Absolument. C'est la représentation par rapport au vote réel. C'est-à-dire qu'ils considèrent, dans le système électoral qui est très particulier, Bruno pourra en parler plus en détail, mais en substance, on a déjà une chose qui pose problème. Vous faites une élection avec une sorte de course comme ça de petits chevaux, et à l'arrivée, vous avez deux candidats. C'est-à-dire que le troisième n'est pas compté, ce qui n'est pas normal. Électoralement, on devrait accepter qu'il y ait un deuxième tour avec 3 candidats pour qu'on puisse avoir une véritable représentation de ce que la nation vote. Mais c'est pas le cas. La proportionnelle, c'est quoi? On a un parti comme le Front National, que j'appelle toujours Front National, ça reste un parti de front, qui est présent au second tour de l'élection avec 42%, mais qui n'existe pas sur un plan local, parce que précisément, on lui interdit cette fameuse proportion réelle de sa représentation électorale. Alors que des partis qui sont beaucoup plus faibles aujourd'hui, je prends le PS par exemple, ont un ancrage local qui est conséquent et qui est lié à son ancrage historique, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas perdre et qu'ils sont forcément représentés. C'est une représentation artificielle. Si le PS est représenté ce qu'il a eu aux élections de 2%, il disparaîtrait à l'Assemblée. Il ne disparaîtra pas parce qu'ils sont effectivement très implantés au niveau local.
Bruno De Werki, je profite de votre présence puisque je pense que j'aurai le plaisir de vous réinviter. C'est une question que j'ai eu le plaisir aussi de poser à Gamal Abina et je profite de votre présence, même si ça sort des législatives, mais c'est dans la continuité. Quel mot vous pourriez mettre derrière cette présidentielle, en tout cas sur un résultat d'un deuxième tour où on a vu une droite républicaine qui est en échec total, alors que c'est un parti qui a tout de même accompagné la Ve République. Le Parti socialiste, Anne Hidalgo, s'est totalement vautré. C'est aussi peut-être un parti qui est amené à disparaître. Comment vous pourriez, vous, expliquer cette particularité que les grands partis qui sont là depuis des décennies en France ont été amenés à vivre une telle sentence? Mais je pense qu'on assiste en fait à l'émiettement de tous les partis qui ont été importants depuis la guerre en France. Alors vous citiez évidemment la famille gaulliste, mais qui n'a plus de gaulliste que le nom, et encore. Les socialistes qui n'ont plus de socialistes que le nom. On peut rajouter à cela le Parti communiste, qui a été un des grands partis de la France d'après-guerre et jusque dans les années 80, qui aujourd'hui descend au niveau de quelque chose qui n'est plus très éloigné du groupuscule. Donc là, je pense qu'on a un essoufflement des vieilles familles politiques pour un ensemble de raisons qui tiennent à elles et qui tiennent évidemment au fait que la société a évolué et ne fait plus confiance à des vieilles machines électorales qui se sont usées avec le temps. Donc je pense que c'est là-dessus d'ailleurs que Macron a joué en son temps lors de la première élection présidentielle en tentant avec succès relatif de se présenter comme un nouveau mouvement, un nouveau parti. En fait, il a repris beaucoup des anciennes du PS et de la droite traditionnelle, mais le fait de vouloir être nouveau était en soi un succès. Et donc maintenant, il apparaît pour ce qu'il est. Le réflexe conservateur est de voter pour lui et non plus de voter pour la droite. Alors l'autre erreur de la droite traditionnelle en France d'un point de vue strictement électoraliste a été de naviguer en permanence entre ce qu'on pourrait appeler le centre droit et des tentatives ou des tentations en direction de la droite plus extrême. On a vu Valérie Pécresse ne pas hésiter à reprendre tous les slogans racistes proches du Front National, alors que 5 ans auparavant, elle garantissait que les musulmans faisaient partie de la nation française. Donc on a véritablement vu cet opportunisme qui, je pense, qu'on ne lui a pas pardonné, à son parti. Et comme au PS, on n'a pas pardonné le fait que le dernier gouvernement du PS était censé être un gouvernement en guerre contre la finance. C'était le slogan du candidat Hollande, qu'il a pris comme ministre Macron et qu'il a fait une politique néolibérale comme ses prédécesseurs. Donc c'est ça qui explique sans doute pourquoi on assiste à un émiettement ou un effritement de toutes les formations politiques qui ont marqué l'histoire de France depuis 1945. Gamal Abina, un mot aussi là-dessus. Je sais que je vous ai déjà entendu là-dessus. On a vécu effectivement ces partis, ces grands partis. Vous parlez aussi du Parti communiste, après-guerre, qui a été un gros parti avec des scores, qui aujourd'hui est amené, en tout cas, qui a de plus en plus de mal à tenir avec le Parti socialiste, LR. C'est quoi? C'est qu'il faut se réinventer? C'est que la politique, elle est plus consommée de la même manière? Il faut qu'il y ait un nouveau parti qui arrive En Marche en 2017, peut-être qu'En Marche n'existera plus dans les prochaines élections, par exemple. Alors oui, En Marche, chose aux électeurs. En Marche, qui s'appelle Renaissance maintenant, est un produit purement marketing. Oui, c'est marketing. Macron est un homme de marché, c'est aussi un homme de marketing. C'est quelqu'un qui sait soigner son image, qui fait un travail formidable. Il a un look de Golden Boy américain. Il a peut-être tout compris dans la politique et la consommation de la politique en 2022. Alors je peux vous l'accorder, c'est peut-être une politique qui va vite, où on entend tout et plein de choses, ça va très vite, il n'y a plus réellement de base, mais c'est ça la solution malheureuse ou pas? Le problème de la politique, c'est que, alors maintenant je reviens vite dans le passé parce que j'ai une période que je connais particulièrement, c'est les nazis qui ont fait de la politique en l'esthétisant. Ils ont rendu la politique belle. La politique était moche et redondante, endormante, avec des discours pompeux. Ils sont arrivés, ils ont donné une dynamique dans la politique qui a totalement
transformer le jeu politique mondial. C'est-à-dire que tous les hommes politiques maintenant s'inscrivent dans une démarche qui est celle de la séduction. Le fond, il n'y en a pas ou très peu, mais la séduction, c'est l'image. Je suis beau, je suis jeune, je suis dynamique, je changerai les choses, croyez-moi. Voilà, c'est à peu près le discours de Macron. Il n'a même pas eu besoin de le développer pour la présidentielle. Il avait 30%, il a été réélu tranquillement. Ce qui se passe, c'est que les partis vieillissants sont les partis qui étaient en déclin depuis longtemps. Alors les communistes, depuis la Seconde Guerre mondiale, qui étaient très puissants, ont fait le programme commun en 72 et ont été littéralement piégés par Mitterrand, qui les a atomisés après sa rigueur en 83. La chute du mur de Berlin a achevé totalement le Parti communiste. Le PS, qui était un produit de fabrication mitterrandienne, encore une fois, a été liquidé après le programme droitier de M. Hollande, qui a quand même, rappelons-nous, eu Valls aux commandes, a parlé d'identité nationale. Bref, c'est très à droite, normal, c'était un homme de droite aussi, Hollande, faut pas l'oublier, c'est un enfant de gens qui étaient très à droite de l'OS, faut pas oublier ça. Et surtout, tous les partis ont eu un moment de montée en puissance et de déclin. On l'a observé avec l'UDF qui a disparu, le centre a disparu, littéralement, il reste plus rien du centre avec le MoDem, et on l'a observé avec le RPR, UDF, qui est devenu les Républicains, qui a été mal incarné par une femme qui n'avait aucun charisme, il faut le rappeler quand même aussi, qui n'avait pas de position politique nette, qui dit une chose un jour et puis le lendemain dit le contraire, et qui était sous influence d'un Sarkozy, qui était lui-même un perdant. Donc tout ça, ça a donné quoi? Ça a donné une succession de défaites annoncées qui a fait que ces partis ont été par l'incarnation de leur leader. C'est des partis très incarnés. Chirac était très fort, le parti était fort, et Sarkozy était à moitié faible, le parti s'est affaibli, puis après, derrière tout, c'était une catastrophe. Et donc c'est vrai que ces partis ont disparu parce qu'ils devaient disparaître. Ils ont disparu parce que Macron a su capitaliser sur l'image et a capté et drainer à lui du PS et de l'UMP, enfin l'ex-UMP, des Républicains. Et qu'aujourd'hui, la refonte des partis a donné quoi? Trois partis politiques, un macronien dont on ne sait pas trop où le situer, ultralibéral avec un petit peu de gauche, l'extrême droite qui a glané des voix de la droite, et puis l'extrême gauche qui a pris ce qui restait du PS. Donc c'est vrai que ces partis ont disparu, ne reviendront plus, sauf peut-être en local et encore, mais c'est ce qui fait qu'ils ont disparu, c'est qu'il y a un déclin, il y a une vie dans un parti, il y a une montée en puissance et un déclin naturel, une disparition, comme on l'a observé depuis la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de partis politiques ont disparu. On avance on terminera par l'abstentionnisme, bien évidemment, avec vous, messieurs. Mais on va revenir sur ce challenger qui pourrait peut-être créer la surprise. Et on voudrait qu'on parle aussi de cette immigration, ce Maghreb, ces électeurs algériens qui lui font confiance, puisque selon les résultats aux dernières élections, il a eu pas mal de Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence. Il a eu pas mal d'électeurs émanant des quartiers populaires, de l'immigration en Algérie aussi, la majorité des votes dans les consulats lors des présidentielles, il les a obtenus. Il est peut-être un peu différent d'Emmanuel Macron. D'abord, il raconte avec fierté sa naissance à Tanger, son histoire, je le rappelle, avec sa grand-mère européenne qui a vécu en Algérie. Et puis, il a d'autres positions. Alors, on a vu un Emmanuel Macron qui s'est positionné sur ce dernier mandat à tâtons vis-à-vis de l'Algérie, avec des sorties assez particulières sur ce système politico-militaire. Avant les présidentielles de 2017, crime contre l'humanité. Je vais vous épargner de vous rappeler tout ça, vous le savez. Et puis Jean-Luc Mélenchon qui, lui, il n'a pas hésité à imaginer un deal avec l'Algérie en pleine crise, notamment d'approvisionnement en termes de blé et de gaz. Voilà ce qu'il dit. Nous pouvons, fournir la garantie aux Algériens qu'ils auront des céréales au prix normal et pas spéculatif, et peut-être que, donc les Algériens, pourront nous garantir que nous aurons du pétrole et du gaz à prix normal et pas spéculatif. Il a une autre relation. Est-ce que demain, il pourrait, lui et ses candidats à l'Assemblée nationale, être porteur d'un autre message avec cette immigration, avec ce Maghreb, avec cette diaspora algérienne? Bruno Dewerki. Méditerranéen, ça c'est très clair. Je pense que c'est un aspect important que la Méditerranée, après quand même plusieurs années où on ne parlait que de l'Europe, et donc ça repoussait la France vers le nord, si je puis dire, en direction de l'Allemagne, le couple franco-allemand, etc. Je pense qu'effectivement, nous assistons à un retour de la frange, disons, méditerranéenne de la culture politique française, et que Mélenchon en est conscient, et ça c'est un point, à mon avis, sur le long terme, et un point plutôt positif. Alors avec quelques couacs, comme on l'a dit, en ce qui concerne le choix des candidatures, mais globalement quand même, c'est un homme qui connaît les dossiers internationaux aussi, qui peut évoluer sur ces dossiers de façon parfois un peu opportuniste, mais globalement, il les connaît, et il sait que
la France va devoir les traiter. Et d'autre part, il sait évidemment que l'électorat français est un électorat qui est quand même très largement méditerranéen. Je ne parle pas seulement donc les gens qui sont issus de l'immigration, mais le sud de la France, Marseille, dont il a été élu quand même, tout ça, ce sont des régions qui vivent de la Méditerranée. Donc là, effectivement, je pense qu'on va assister à une espèce de revanche de la France du Midi. Sur la France centraliste et parisienne qui est en pleine, disons, crise en ce moment. Et ça sera intéressant, évidemment, de voir ce que ça va donner. Mais là, je pense qu'on a un mouvement tectonique qui est beaucoup plus important que la seule question de savoir quel parti apparaît ou disparaît, mais est-ce que qui se passe, disons, dans le tréfonds du pays. Selon vous, est-ce que si demain il est Premier ministre, alors je rappelle que le Premier ministre... il peut aussi travailler avec son gouvernement qu'il sera aussi amené à remanier, à proposer aussi des lois et des dossiers qui parfois ne sont à l'encontre, voire à l'opposé du programme du président de la République. C'est ce qu'on appelle une cohabitation. Donc est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon, si on parle de cette partie un peu autour de l'immigration, notamment entre du Maghreb et de l'Algérie, je rappelle que c'est l'un des seuls personnalités politiques, notamment avec Mathilde Panot, qui s'était un peu préoccupé, en tout cas, qui s'était prononcé sur le Hirak, ce mouvement donc, que vous connaissez tous par cœur, qui continue d'une autre manière, mais qui continue donc avec le peuple algérien pour sortir de ce système. Est-ce que demain, il est Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il pourra porter ses voix? Est-ce qu'il le fera d'abord? Parce qu'on sait que si on parle du Maghreb et surtout de l'Algérie, c'est toujours compliqué à faire les choses et à prendre position. En tout cas, c'est ce qui se passe. Oui, alors il est très certainement conscient qu'en tant que Français, il est très touché par ce qui se passe en Algérie et plus largement au Maghreb, et qu'en même temps, il est très difficile, évidemment, pour un homme d'État français de prendre position vis-à-vis quand même de ses anciennes colonies sans être soupçonné d'une certaine arrogance coloniale ou néocoloniale. Donc je ne sais pas s'il arrivera à gérer cela, c'est à la pratique qu'on le verra, mais très certainement il a le niveau intellectuel pour être au moins conscient des problèmes, ce qui, je dirais, au cours de la dernière décennie, était assez douteux pour un certain nombre d'hommes politiques français qui ont commis quand même bourde après bourde vis-à-vis de l'autre rive de la Méditerranée ou de l'Afrique, avec la fameuse France-Afrique qu'on n'a jamais réussi à démanteler et dont Mélenchon promet le démantèlement. Alors espérons que ce ne sera pas une promesse électorale comme d'autres l'ont fait en leur temps. On verra, on jugera sur pièce. Hein. Gamal Abina, une réaction aussi là-dessus. Je sais que vous avez aussi des origines algériennes. La position demain peut-être de ce Premier ministre, nouveau Premier ministre. Actuellement, il y a une Première ministre en France, on le rappelle, mais s'il est élu avec son gouvernement, est-ce que sur ce secteur-là, la Méditerranée, l'immigration, les visas, enfin tout ce qu'il y a autour de cette immigration qui est parfois d'ailleurs très stigmatisée, cette relation aussi avec l'Algérie qui est toujours particulière, puisqu'on a bien vu avec ce dernier mandat présidentiel un Emmanuel Macron très particulier qui s'est positionné à différents moments, à différentes manières, un Jean-Yves Le Drian qui a totalement ignoré en termes de position cette jeunesse algérienne, ses détenus, cette liberté d'expression, même lorsqu'il s'est rendu une quinzaine de jours avant le 1er novembre dans le cadre de ce référendum de la Constitution algérienne. Alors la position de Jean-Luc Mélenchon demain, s'il est Premier ministre, de ce point de vue-là? Alors, je rejoins Bruno sur deux choses. Mélenchon est un produit du Sud, c'est vrai, il s'en vante. Il est né à Tanger, d'origine algérienne. C'est les anciens colons, enfin, oui, on les appelait pieds noirs pour faire simple, qui venaient d'Algérie et qui ont émigré pour partir au Maroc. Alors, ce qui se passe, c'est que Mélenchon est un produit du Sud, effectivement, et que Macron est un produit du Nord. Il est d'Amiens. Macron est produit de la finance, on le dit régulièrement. Macron, c'est la France qui a de l'argent, c'est le Nord. C'est les Bretons, c'est les Alsaciens, c'est les Lorrains. La France, parent pauvre, c'est le Sud. C'est Lyon, Marseille, toutes ces villes qui sont déconsidérées avec une Méditerranée à qui on a tourné le dos. Macron a commis beaucoup de fautes, mais en même temps, il en a fait plus en 5 ans
que tous ses prédécesseurs en 60 vis-à-vis de l'Algérie. Beaucoup de gestes forts, beaucoup de bêtises aussi. Il a fait tout et son contraire, et c'est surprenant de voir une politique aussi volatile. C'est très étonnant. Mélenchon, pour moi, est quelqu'un de nécessaire parce que ça calmerait l'aile droite de Macron s'il arrive effectivement aux commandes. Par contre, je ne lui fais pas du tout, mais je vous le dis, je suis catégorique, je ne lui fais pas du tout confiance sur sa relation avec l'Algérie. Mais je n'ai aucune confiance au personnage. D'abord parce que les positions qu'il a adoptées sont très rares. Il les prend pas beaucoup, et quand il les prend, elles se prétendent radicales. Mais en vérité, Mélenchon, il a d'intérêt réel que pour la France. Quand il dit, par exemple, je propose un blé pas trop cher aux Algériens, non spéculatif, soi-disant, parce qu'il veut faire un contrôle des prix, c'est ce qu'il prétend, hein. Et en contrepartie que les Algériens ne répondent pas à la spéculation mondiale alors que ça profite à l'Algérie. Là, je n'entends pas ce discours. C'est déjà un pays qui est pauvre. Alors, le peu de richesse que l'Algérie génère, c'est le gaz et le pétrole. Il propose que les Algériens fassent un tarif préférentiel à la France. Ça, je ne l'accepte pas et je ne l'entends pas. Parce que quand un Français va vendre un produit manufacturé à l'Algérie, il ne va pas baisser le prix du produit. Il ne va pas spéculer à la baisse. Et je ne crois pas au contrôle des prix de Mélenchon. D'ailleurs, c'est même pas dans son programme, pour être très clair, hein. Il y a très peu de produits qui sont contrôlés, si ce n'est les denrées alimentaires françaises et encore. Donc ça me paraît très opportuniste, très électoraliste. Mais je suis très inquiet sur cette relation. Après, je ne m'inquiète pas parce qu'en vérité, la relation franco-algérienne, c'est le président de la République qui la tient. C'est lui qui est chef des armées, c'est lui qui est à l'international. Mélenchon, c'est plutôt sur le national qu'il se positionnera. Il pourra envoyer un ambassadeur, il pourra envoyer un Premier ministre, mais ça ne fera pas beaucoup d'effet. Et puis surtout, récemment, on a vu le MEDEF arriver en Algérie, ça s'est très mal passé. Donc je pense que j'ai envie de dire que la configuration n'est pas favorable, malheureusement, à la relation franco-algérienne en ce moment. En tout cas, ce qui a été effectivement très, très dénoncé, c'est pas, encore une fois, hein, le but, c'est pas de l'ingérence, mais je vous parlais tout à l'heure de Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères, lorsqu'il s'est rendu le 15-16 octobre, 15 jours avant ce 1er novembre, eh bien, l'Algérie était en pleine effervescence, un référendum qui était totalement rejeté dans la rue, des arrestations, de la répression, et c'est vrai que le ministre des Affaires étrangères de l'époque ne s'était exprimé en aucun cas sur cette jeunesse qui était dans la rue et qui a parfois été réprimée. Un mot aussi sur Jean-Luc Mélenchon, peut-être. Aujourd'hui, même s'il s'est toujours dit non religieux, il est plutôt lors de la campagne électorale, je rappelle, hein, pour 2022, il promettait d'abroger la loi contre le séparatisme qu'il juge injuste et offensante. Et aujourd'hui, pour lui, il dit clairement les musulmans étaient pris pour cible. Il a appelé à arrêter de crisper tout le monde sur la question du voile, notamment puisque c'est un débat qui revient éternellement. Une réaction là-dessus, Bruno De Werki? Alors moi j'ai l'impression que, parce que Mélenchon au départ avait un grand problème, je dirais typiquement français, qui était un attachement à la laïcité, qui était plus un attachement au laïcisme. C'est une espèce de guerre de religion non religieuse mais anti-religieuse. Et donc il voyait l'islam à travers ce prisme. Et sur ce plan-là, effectivement, son discours a été très largement modifié. Je pense qu'il a pris conscience de la nécessité au moins de voir les réalités en face. Et effectivement, il a beaucoup progressé, si je peux dire, sur la prise en compte de la réalité de l'humiliation que vivent les musulmans en France à être systématiquement mis sur la sellette, d'ailleurs même au cours de la dernière campagne électorale, de législative, on a encore ressorti l'affaire du Burkini pour la 100e fois, chose qui est absolument ridicule, mais qui en même temps est à la fois machiavélique et ridicule en même temps de la part des pouvoirs en France. Et là, sur ce plan-là, la réaction que Mélenchon a eue depuis plusieurs mois, et en particulier maintenant sur cette question, elle est vraiment une réaction saine de dédramatiser cette question qui ennuie quand même beaucoup de Français. Je ne parle pas évidemment que des musulmans, qui ont quand même très bien compris qu'on sort les affaires de voile et de burkini chaque fois qu'on ne veut pas aborder les questions sociales, économiques, beaucoup plus importantes, mais beaucoup plus difficiles évidemment à résoudre qu'une affaire de bout de tissu. Alors Gamal Abina, vous allez pouvoir réagir si vous le souhaitez juste derrière, mais je voudrais qu'on visualise ce graphique à l'écran. Vous allez voir ici sur ce graphique donc ce côté abstention. Alors là vous avez donc les législatives de 80 à 2017. Vous voyez comment ça monte énormément. En 2017 on était à 57,4%.
40%, en 2012 44,6%, 25% en 81 sous Mitterrand, mais vous avez vu que ça ne fait que augmenter. Dans quelques instants à l'écran, vous allez voir un autre graphique qui va arriver. Vous avez donc là les chiffres un peu plus gros. Voilà, ça devrait arriver dans un instant normalement, notamment en 2002, 39,70 précisément, et 57,36% donc en 2017 sur ce graphique un peu plus centré sur les dernières législatives et les dernières présidentielles. Gamal Abina, je reviens vers vous. Vous pouvez réagir un peu sur notamment la position de Jean-Luc Mélenchon, mais comme le temps passe très vite, je voudrais aussi qu'on parle de cette abstention demain. Il est important d'aller voter. Vous êtes le fondateur du mouvement des droits civiques. Comment faut-il faire pour que demain, eh bien, que demain en France, notamment au premier tour, on ne passe pas la barre des 52%, puisque c'était le chiffre au premier tour en 2017. Très rapidement sur Mélenchon, il a pris conscience, c'est vrai, il a compris que c'était du racisme, tout simplement. Il n'y a pas de guerre de religion en France, il y a juste une offensive anti-religieuse qui a été lancée par des laïcards très violents. Il a compris qu'il s'est égaré, il l'a reconnu lui-même, et on peut là-dessus l'en féliciter. Concernant les législatives, alors simplement, le vote et l'abstention. Le problème de droits civiques, j'explique régulièrement aux gens surtout autour de moi, les droits civiques c'est quoi? C'est à la fois, il y a un seul droit qu'on doit respecter, c'est le droit de respecter la loi. C'est-à-dire qu'il y a des devoirs, excusez-moi. Le devoir, c'est respecter la loi. Et les droits, par contre, sont multiples. Le droit de vote est un droit acquis chèrement et qui est essentiel parce que c'est l'expression populaire pour en finir peut-être avec des excès politiques ou apporter des gens de qualité au pouvoir. Mais surtout, il y a d'autres droits. Le droit à se loger, le droit à se manger, enfin, il y a tout un tas de droits qui sont associés au droit quand le devoir, c'est respecter la loi. Eh bien, ce droit-là doit être effectivement ce droit de vote doit être mis en exergue, mais malheureusement, on n'a pas la culture du vote dans les banlieues parce que les parents ne votaient pas, évidemment, ils ne sont pas français, et on ne se rend pas compte de l'impact considérable de laisser le vote à d'autres et de se retrouver avec des politiques qui sont offensives. Ça commence à changer dans les quartiers populaires, c'est vrai, ça monte, mais en général, la jeunesse en France ne vote plus parce qu'il y a un dégoût du politique, ils ne croient plus aux politiques, ne croient plus aux solutions, et parce que la dégradation économique pousse effectivement à l'abstention. Demain, je crois qu'on aura un vrai record d'abstention qui va battre tous les autres, malheureusement, je le déplore. Merci Gamal Abina. Un dernier mot, Bruno Dewerki. Que faut-il faire donc pour faire face à ce que vient d'évoquer Gamal Abina sur ces raisons, en fait, le dégoût peut-être de la politique, le manque de crédibilité? On n'y croit plus, ça n'avance plus, on mange plus à sa faim, on gagne pas assez. Comment motiver les électeurs? Voilà, alors il y avait ça, auquel s'ajoute évidemment le fait que les législatives étaient juste après les présidentielles et qu'on avait l'impression d'avoir déjà réglé le problème en quelque sorte lors des présidentielles et que les législatives n'avaient aucun rôle. Et sur ce plan-là, il faut reconnaître à Mélenchon justement, au cours de cette campagne électorale, un point positif, c'est d'avoir réhabilité, si je peux dire, les législatives. Alors on verra demain si cette réhabilitation va jusqu'à aboutir à une baisse des taux d'abstention par rapport aux dernières législatives, c'est ce qu'on pourrait souhaiter. Mais effectivement, globalement, le problème fondamental, c'est que beaucoup de Français, et en particulier les plus jeunes, ne croient plus dans la politique et dans le fait que, vous savez, après 30 ans ou 40 ans de néolibéralisme, tout le monde a compris que c'est l'économie qui gouverne, que c'est la finance qui gouverne, et peu de gens ont le sentiment que les hommes politiques, le pouvoir politique, va pouvoir faire plier le pouvoir économique. Donc ça c'est un point, et puis alors ensuite il y a aussi la concentration, parce que avec ça il y a la concentration médiatique qui fait que tous les médias tenant le même discours parce qu'ils appartiennent grosso modo au même cercle de propriétaires, on a l'impression que de toute façon le discours public n'a aucun lien avec ce qu'on ressent personnellement chez soi, dans sa famille, dans son entourage. Donc évidemment convaincre les gens que malgré tout on peut avoir un sursaut qui pourra déboucher sur des changements réels dans la vie des gens, c'est évidemment quelque chose de très difficile à faire, mais espérons que ces législatives vont changer un peu les choses, puisque malgré tout, on a eu quelque chose qui ressemble à un troisième tour, ce qui n'était pas donné d'avance. C'est vrai. Merci infiniment. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Législative 2022, donc 77 députés femmes et hommes qui seront donc
amené à être élu demain, donc premier tour en France de ces législatives, c'est-à-dire ce sont ces élus politiques qui vont siéger à l'Assemblée nationale pendant 5 ans et qui vont voter, légiférer, qui vont voter les lois, qui vont en débattre et puis qui vont donc décider certainement le quotidien des Français. Gamal Abina était avec nous, merci, analyste politique, spécialiste des questions internationales et vous êtes le fondateur du mouvement des droits civiques et le plaisir pour cette première d'avoir reçu Bruno De Werki, historien, maître de conférences à l'INALCO, notamment vos disciplines, l'histoire, la civilisation, les relations internationales et vos domaines de recherche, notamment la Pologne, l'espace baltique, la mer Noire, la Méditerranée, vous en parliez, la géopolitique de l'Eurasie, entre autres. Merci à l'équipe de m'avoir accompagné pour réaliser cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour un nouveau numéro Microscope sur El Mararibia. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous.